Restez avec nous. Dans quelques minutes, Michel Onfray nous fait une leçon de philosophie et Matrix inaugure notre 4e saison avec une prestation exclusive. On est tous très heureux ici de le retrouver pour une 4e saison. Tristan Malavoie-Racine. Salut, Tristan. Salut. Tu nous as donné rendez-vous pour la première émission ici à l'Usine C parce que tu voulais nous faire rencontrer ton incontournable du moment, le philosophe français Michel Onfray. Bonjour, Michel Onfray. Donc, Tristan, pourquoi c'est un incontournable pour toi, Michel Onfray? Mais pour moi, Michel Onfray est un philosophe qui a réussi à jeter des ponts entre son atelier philosophique, ses travaux philosophiques, qui sont assez sérieux, costauds, et la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce que les gens vivent au quotidien, à ce qu'ils mangent, à leur manière d'aimer. Donc, il a toute sa grille de critique de ce qu'est la société aujourd'hui, mais aussi un intérêt manifeste pour le quotidien. C'est sans doute pour ça que les gens le lisent autant, l'aiment autant. C'est un philosophe, je pense, qui aime beaucoup les gens, qui le lui rendent bien. Puis en plus, Michel, vous êtes le philosophe de l'hédonisme, de la joie de vivre, du plaisir, et pour ça, vous vous êtes tourné, entre autres, vers le théâtre. Donc là, vous êtes à Montréal, vous allez présenter La sagesse des abeilles, première leçon de Démocrite. Donc c'est sur scène, il y a votre voix, vous lisez un texte, et il y a 20 000 abeilles qui sont là. Ce sont elles, les actrices. Puis ça ressemble à quoi, 20 000 abeilles sur scène pendant ce spectacle-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est un petit peu... c'est un secret. Oui, il y a des punchs quand même. Il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Oh. Il y a quelqu'un sur scène. Enfin, il faut que des abeilles donnent corps, à tous les sens du terme, donnent corps à un corps qui n'est pas un corps. Dans cette nuit blanche, je ne vis pas l'abeille, mais je l'entendis. La mort fait silence, sauf pour ce qu'elle doit dire. L'abeille fit souvenance de ce qu'elle a à dire. Ainsi, au lever des étoiles, ou plus tard, quand s'inverse l'arc-en-ciel, le miel tombe de l'air en pluie de blancheur. Je suis dans l'autobiographie aussi dans cette aventure, c'est-à-dire que ça commence avec la mort de mon père. C'est un texte que j'ai voulu de piété filiale, donc il est question d'abeilles, mais aussi de philosophie pour tout le monde. Et effectivement, vous avez dit ça, ça m'a touché que vous l'ayez dit comme ça, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut faire de la qualité pour tout le monde. Et que la philosophie, on peut soit baisser la philosophie jusqu'aux gens, ou hisser les gens jusqu'à la philosophie. Moi, je préfère faire ça. Et je pense que le théâtre est un bon véhicule pour ça. On peut effectivement s'adresser à des gens dont la philosophie n'est pas le métier. Et ça me paraissait intéressant de répondre présent à la demande qui m'était faite par Jean Lamberville, qui est le metteur en scène. Vous savez, quand vous mettez une reine sur le menton, les autres abeilles vont venir, ça va vous faire une longue barbe. Une barbe d'abeille. Absolument. Et si vous n'y touchez pas, elles vont pas vous piquer. Mais j'avais ça en tête, une espèce de tête en forme d'essaim. Et c'est à Jean Lamberville qu'il revient la difficulté de présenter ça sur scène. Donc il y a des abeilles qui sont dans un corps, qui sont sur un visage, et puis qui sont aussi ailleurs, puisqu'il s'agit du cosmos. Ces abeilles, elles ont, selon vous, une leçon à nous donner. Quelle est-elle, cette leçon? Elles sont programmées, les abeilles, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a un logiciel qui fait que les abeilles, elles sont faites pour ventiler, produire du miel, certaines nourrir la reine, certaines devenir reines parce qu'elles ont été nourries par d'autres, etc., d'autres protégées, enfin bon, voilà. Et je dis, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que nous, on a l'impression vraiment qu'on est des humains, ça n'a rien à voir, les animaux, etc. Et Darwin nous dit, en 1859, avec l'origine des espèces, qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les animaux et les hommes, il y a les animaux et des degrés qui font que... Voilà. Donc il y a de l'abeille en nous, et il y a de l'humain dans l'abeille. Et ce à quoi j'invite, c'est de dire, prenez la leçon des abeilles. Les abeilles, elles ont compris qu'elles disent oui au cosmos, parce qu'elles obéissent à leur destin. Je n'ai pas le choix, je sais que je n'ai pas le choix. Quand je sais que je n'ai pas le choix et que je consens à ça, alors je découvre une jubilation. C'est la leçon des abeilles, c'est aussi la leçon de Nietzsche. C'est très clairement la leçon du surhomme de Nietzsche. C'est-à-dire quelqu'un qui va connaître la joie d'exister. Ce que connaissent les abeilles. Les philosophes se sont souvent tournés vers le théâtre, comme vous, pour exprimer leurs pensées. Albert Camus le fait, Jean-Paul Sartre le fait. Ouais. Qu'est-ce que le philosophe a à trouver au théâtre? Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais vous savez, on pourrait même remonter beaucoup plus loin, parce que Platon fait des dialogues. Enfin, quand Platon écrit, il écrit des dialogues. C'est-à-dire, il fait se rencontrer Socrate, et puis Protagoras, et puis Diotime, et puis, qui on voudra, Aristophane. Ce sont souvent deux pensées, ce sont souvent deux conceptions du monde, l'idéaliste et le matérialiste, l'athée, celui qui croit en Dieu, etc. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que le théâtre est trop important pour le laisser au seul théâtreux. C'est à tout le monde, bien le sûr, théâtre. bien sûr. Et dans l'Antiquité grecque et romaine,
le théâtre était vraiment populaire, comme aujourd'hui l'opéra en Italie, si vous voulez. Vous parlez d'opéra, je sais que la musique est très importante pour vous aussi. Vous avez déjà dit que vous avez appris à écrire jusqu'à un certain point grâce à la musique. Vous avez même dit, je pense que si on est très attentif à la construction de vos œuvres, on peut y reconnaître la construction d'une sonate ou d'une symphonie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, oui, effectivement, j'ai dit ça parce que je pense que je suis un compositeur raté. Je construis mes livres avec de la musique en tête, c'est-à-dire avec du rythme, avec de la cadence, avec l'invitation à des ritournelles aussi. C'est-à-dire que quand on a lu, il faut que des idées puissent continuer, qu'elles conduisent le lecteur au-delà de la pure et simple lecture. Et vous avez la réaction de votre public directement? Vous l'avez en direct? Oui, alors ça c'est très émouvant. Ça m'est arrivé à Avignon, il y avait quelqu'un qui avait mis en scène un texte qui n'avait pas été fait pour ça, qui s'appelait Le corps de mon père, et la lumière s'est allumée, il y avait des gens qui pleuraient. Et le théâtre présentifie quelque chose que, par ailleurs, on ne voit pas si on en reste au seul livre. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Michel. Je vous en prie. Moi, je ferais une émission d'1 heure avec vous. Vous êtes tellement intéressant. Je crois qu'on a besoin de gens comme vous au Québec. Vous êtes On viendrait gentil. plus souvent avec vos abeilles ou sans. Avec ou sans. Volontiers, Avec ou sans. merci beaucoup. Merci à vous.